Okay, great. So, hello everyone. I am really glad and honored to be a part of such a great project. To me, bright and great minds as you, everyone. So, let's move on. Okay, so on va commencer cette conférence qui sera animée par Monsieur Rani Rolli. La conférence se nomme « De l'idée au succès, ce qu'on ne vous dit pas dans les livres de l'entrepreneuriat ». Donc, Monsieur Rani Rolli est un entrepreneur insatiable. Il est Allô? Allô, allô? PDG, autant des entreprises en Afrique. Rani est fondateur et PDG de Humanio Plus Impact. Suite à ses études secondaires en lettres et en sciences humaines, il a entamé des études universitaires à l'université de Bahia, puis s'est formé en classe internationale de gestion d'entreprise à Alger, donc certifié par Strategizer, HEC Montréal en innovation par les modèles d'affaires et ayant intervenu auprès du Jack Welch Management Institute comme coach d'affaires. C'est un excellent vulgarisateur, mais aussi il est l'un des instigateurs et actuellement administrateur du Conseil de développement Canada-Algérie. Voilà, donc c'est à peu près ça. C'est un honneur de vous avoir parmi nous, Monsieur Rani, et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Massika. Assalamu alaikum, tout le monde. D'abord, permettez-moi, chers auditeurs, spectateurs, de saluer mes confrères et pairs et mentors, les conférenciers, les Ramana depuis déjà 3 jours. Ça passe vite, mais on n'a pas le sentiment tellement c'est appétissant. C'est Mohamed, bravo Alik. J'étais vraiment passionné par votre récit et j'ai le goût de jumper là où vous êtes. Je suis à Laval, à Montréal, donc on n'est pas très loin physiquement, mais en tout cas, merci pour votre exposé. Le temps m'est un peu restreint, donc je vais aller vraiment dans le vif du sujet. Et ça serait plutôt un format conversationnel. Me concernant, merci de la présentation, Massika, et shukran al-taqdim. Merci Ali pour l'invitation. C'est toujours agréable de retrouver les étudiants et les fans de TG et d'une façon générale, la jeunesse algérienne qui nous écoute en ce moment. Donc LinkedIn, c'est vraiment un bon moyen pour garder contact, mais aussi découvrir peut-être un peu plus des choses me concernant. Le plus important aujourd'hui, c'est vraiment les quelques messages que j'ai à vous passer en tant que personne, j'allais dire, du terrain. Massika, dans sa présentation, disait que j'ai commencé à 24 ans, mais un peu comme si Bachir, j'ai pas eu le privilège d'être diagnostiqué par que je sais. En écoutant Sibachir, j'ai réalisé que moi, ça remonte à 14 ans, ma première aventure entrepreneuriale, où j'ai développé un logiciel, pas pour l'arabe, j'ai pas eu ce génie que Sibachir a, mais c'était pour gérer l'inventaire, la gestion de l'inventaire du magasin de mon père en ville à Béjaïa. Et c'était une année scolaire, rappelez-vous, pour ceux qui habitent en Kabylie, il y avait une année scolaire complètement à l'arrêt dans les années 90, et mon père, ayant eu quasiment peur que je dévie, il a préféré à me mettre un peu sur l'informatique. Et Omar, qui est mon cousin, lauréat d'un ingénieur en informatique de Belzouar, était mon mentor, et en quelques mois, j'ai développé un peu le MCD, puis le programme avec du Clipper 5.3. Bon, vous dire un peu à quel point ça remonte. C'est même pas de l'orienté objet. Bref, donc c'est vraiment la première aventure de comprendre l'économie, les input-output, comment on transfère un petit peu des activités et faire finalement de ce logiciel qui a quand même servi pour quelques années à la business de mon père. Donc, commençons par la fin. Le message que j'ai pour vous, c'est vraiment vers quoi, après cette pandémie, après cette
crise, peut-être cette Algérie 2.0, cette nouvelle Algérie de nos voeux, mais ça va s'en avoir. J'ai pour vous un peu ces quelques éléments. Pour moi, il s'agit essentiellement d'intégrer les équipes et les organisations de façon alignée. C'est vraiment des éléments. Beaucoup de gens connaissent le modèle d'affaires, le Canva de modèle d'affaires que Célotfi avait brillamment présenté dans son framework. Mais là, moi, je le regarde au niveau de 3 strates, l'humain, type de l'humain en arrière de tout ça. Donc, sachez qu'il y a aussi la déclinaison du business model U, donc du modèle d'affaires personnel pour les individus. Les équipes, de façon agile, à ce qu'elles puissent pas nécessairement être fonctionnelles, mais vraiment une équipe au sens projet du terme et alignée à son organisation. Je pense que l'approche de design thinking doit être constante quand on fait de l'entrepreneuriat ou de l'innovation. Donc, j'invite les gens à être en mode design thinking de façon innée. D'ailleurs, je précise qu'il y a une évolution au niveau du design thinking. On parlait de thinking, on a évolué vers le design doing, et là, on parle même du design being. Donc, comment être en mode self-awareness et autocritique et de regarder plutôt tant à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur de soi de façon tout le temps par empathie, si j'ose le dire ainsi. Pour aller vers quel océan, ceux qui connaissent la stratégie Océan Bleu pourraient dire que l'Algérie aujourd'hui est pas mal dans un océan rouge parce qu'on se compétition sur la rareté des ressources naturelles ou pas. Peut-être que nos innovateurs et nos entrepreneurs pourraient penser aussi à aller vers des espaces vierges ou quasi vierges pour aller probablement vers ce qu'on appellerait des besoins latents mais qui ne sont pas nécessairement exprimés ou des héritants très très urgents, très très importants auprès de la clientèle mais qui sont malheureusement pas servis de la façon la plus intéressante. Bref, en tout cas, voilà un peu euh, une base en termes de design, mais aussi en termes d'océan bleu. Et le tout, s'il n'a pas une approche holistique, quand vous voyez sur ce modèle, à savoir les gens, la planète, le profit et la cause, si on n'a pas ce quadrilatère, si on n'a pas cette boussole qui nous permet d'être durable, sustainable, qui nous permet aussi d'être j'allais dire, bienveillant, tout simplement. Et pour bâtir cette économie de la sagesse, cette économie de la bienveillance, j'emprunte le terme d'ailleurs à professeur Hafsi, à qui ça tient beaucoup à cœur. Donc, et d'ailleurs en anglais, ça fait un parfait 4P, People, Planet, Profit and Purpose, ce qui nous donne vraiment une perspective assez intéressante. Je rentrerai dans quelques détails dans un moment. Et justement, voici un peu le modèle qui soutiendrait cette économie de la sagesse ou vers quoi on devrait tendre en tant qu'entrepreneur. Quand tu été dit, si là sur la partie technique, j'ai préféré aborder plus sur la partie du récit et de comment aller vers un succès. Mais ça veut dire quoi un succès? Comment on peut définir le succès d'un entrepreneur ou d'une entreprise ou d'un innovateur? Je pense que par cette transformation à la fois des mentalités et des cœurs, à la fois du corps et des comportements, des systèmes et des milieux, des relations et des culture, on voit là une perspective holistique et très intégrale qui nous permet à chacun, chacune, de pouvoir nous évaluer dans nos actes, nous évaluer dans nos actions, mais aussi dans l'impact concret et de façon à ce qu'on puisse mesurer aussi l'impact qu'on est capable de générer. Le monde est très monofinancier, monocapitalistique, quand vous le voyez ici. Ce n'est pas que ce n'est pas important, au contraire, mais ça arrive à échéance. Le modèle économique, l'ordre établi, est à peu près en train d'être presque en date de péremption. On n'a qu'à voir ce que la crise nous offre aujourd'hui comme introspection, qu'en moment d'arrêt, la planète respire mieux parce que les industriels polluants se sont arrêtés. Les animaux, les insectes ont retrouvé leurs espaces quasiment naturels. Donc, bref, il y a une réflexion vraiment quasi philosophique à avoir. Et je pense que chacun, chacune d'entre nous, en tant qu'entrepreneur, innovateur ou les deux, on est capable de nous projeter pour dire quelle part je devrais faire dans ma communauté restreinte, dans ma vie, dans mon pays, mais aussi plus globalement sur cette humanité qui est de plus en plus interconnectée, mais en même temps, elle crée malheureusement des silos en termes de paradigme. Donc, voilà les quelques propositions de différents autres capitaux qui, moi, me guident à tous les jours de me dire est-ce que l'élément de la santé, en plus on est dans une crise sanitaire, l'élément de l'employabilité puis des ressources humaines, les processus manufacturiers, on parle du 4.0, mais ça a aussi ses revers de la médaille. Mais en même temps, il faut y aller parce que
on est dans le 3e millénaire et c'est de faire à l'homme et à l'humain, encore l'homme avec un grand H évidemment, à l'humain des choses et des opérations qui sont complètement faisables avec de la machine. Donc de plus en plus, l'humain va devoir se concentrer sur des choses où l'intelligence émotionnelle et l'intelligence collective est plus à même de produire de la valeur versus des choses que l'intelligence artificielle ou la robotique pourrait faire. La finance, j'en fais pas plus. La nature, évidemment, cette planète qu'il faut absolument chérir et préserver, nous n'en avons qu'une. La culture, on est, je me permets de le dire, on est des bâtards culturels. On a 3000 ans d'histoire, si ce n'est pas plus. On est colonisé, on a ce syndrome encore du colonisé depuis des générations. On a du mal à s'affranchir de cette histoire et de regarder l'avenir. Il y a des choses qui sont mal faites par nos gouvernants, par nous-mêmes aussi comme peuple. Et je pense que le Hirak de l'année passée, mais aussi d'autres perspectives, chacun est pour ou contre, mais cette culture algérienne, j'ai envie de le dire, parce qu'on est un peuple unifié à ce niveau-là, du moins, je pense que c'est une question assez importante à garder en tête. Le capital social est évidemment important à avoir et que dire de plus que la présentation de C. Mohamed qui parlait du rôle de l'université au niveau des connaissances, mais aussi de la psychologie, du mindset, de l'état d'esprit des entrepreneurs, des innovateurs qui sont des preneurs de risques, mais calculés, et la partie identitaire ou spirituelle, j'ai envie de dire, euh, qui on a propagé autour de milliers, voire de millions d'Algériens qui ont eu cette indépendance. Et que nous, on n'a pas vécu la guerre de révolution. On a en tête que ce vendu comme et aussi dans les générations un peu ZX aux environs, mais ceux qui nous écoutent sont probablement aussi un mix. Donc, quelle identité, quelle spiritualité, quel repère historique on devrait avoir? Je pense que c'est important de connaître l'histoire, sinon on va refaire sa propre histoire, malheureusement. Mais c'est aussi important de réinventer l'avenir avec un nouveau paradigme que j'espère en tout cas qu'il soit bienveillant et sage. Euh, je pense que l'entrepreneur doit continuellement se garder en tête ces 3 éléments finalement. Comme individu, c'est quoi ses ressources, c'est quoi son why à lui, comment il peut mobiliser autour de lui des équipes. Puis je pourrais avoir un petit récit personnel à ce niveau-là si j'ai encore un peu de temps. Et puis l'organisation qu'il bâtit, qu'elle soit à but lucratif ou pas, parce qu'il faut donner aussi de l'importance à l'économie sociale, ou du moins ce qu'on pourrait appeler les organisations à but non lucratif. Mais il faut quand même avoir un innover. J'emprunte aussi à Mohamed de ce qu'il avait dit tout à l'heure. Quel est notre job? C'est quasiment de dérisquer votre projet d'affaires. Et là, on a 2 approches, une approche linéaire ou une approche dynamique. J'ai le goût de vous inviter plutôt à regarder l'entrepreneuriat comme ça. Beaucoup de gens se mettent à exécuter une stratégie d'affaires déjà. Et malheureusement, dans les différents livres que j'en lis, il y a beaucoup une approche très, très traditionnelle et même vieille qu'on le demande, à savoir la planification d'affaires. D'ailleurs, pour le business plan, pour vous dire, historiquement, ça nous vient de l'URSS. Est-ce qu'elle existe encore, l'URSS? Non. C'était ces approches, al-mukhattat al-khumasi, peut-être les plus les plus aînés parmi nous s'en souviennent. Donc, c'est cette approche un peu quinquennale où on prédisait l'avenir de façon linéaire. Or, aujourd'hui, on est dans une telle dynamique, une telle agilité qui fait plus référence à ce début d'image et non pas à la fin. Donc, ici, c'est l'exploration. Puis, je reviens presque sur l'élément qu'a partagé, c'est l'autre fille avec brio, encore une fois. Peu importe le framework que vous utilisez, le plus important, c'est vraiment de garder en tête que votre job comme entrepreneur, c'est vraiment de dérisquer votre projet. Vous n'avez pas encore d'entreprise, vous avez une entreprise en devenir. Euh, et donc, pour qu'elle soit une entreprise, il faut qu'elle ait un modèle d'affaires qui soit validé. Pour le valider, j'ai aussi justement quelques réflexions pour vous ici. Voilà le processus de design intégré directement à ça. C'est la posture que je nous invite à avoir en tant qu'innovateur et entrepreneur. C'est tout le temps et constamment du design au test, du test au design. Au milieu, évidemment, on apprend de ce design, on l'expérimente réellement sur le terrain auprès des payeurs et non pas auprès de la grande
mère ou du papa qui nous aime évidemment et qui voudrait qu'on réussisse, mais ce n'est pas leur, même s'ils nous donnent de l'argent, ça serait plutôt du love money, mais c'est plutôt les vrais usagers payeurs qui doivent être au cœur de notre design et de penser à eux constamment. Une fois que j'aurai testé, je reviens à la planche à dessin. La pire posture à avoir, cher entrepreneur, c'est de tomber en amour, comme on dit en bon québécois, de tomber en amour de votre projet d'affaires, de votre idée initiale. Et le mythe qui dit qu'il ne faut pas en parler, et là je fais peut-être en opposition à Sébastien, mais ce n'était pas d'ailleurs le propos qu'il voulait dire, mais parlez-en à 1 million de personnes si vous voulez, parce que si le simple fait de partager votre idée, on est capable de la copier, c'est que vous n'avez rien, tout simplement. Or, aujourd'hui, vous savez tout ce que c'est que le modèle d'affaires de Facebook, de Google, de Uber, de peu importe l'entreprise, ou de même de Civital et d'autres. Allez le copier, allez l'exécuter avec succès. C'est pas évident que ça parce que les éléments humains, les éléments de gestion de projet et d'exécution sont éminemment importants pour cent de l'importance du cycle de succès, mais c'est réellement l'exécution et la finesse de l'exercice au bon endroit. Il faut garder en trop posture aussi. Je finis. Vous n'êtes pas bon pour savoir pourquoi vous êtes bon. Il y a des gens qui sont forts, il y a d'autres qui sont forts dans la création des premiers clients, mais pas la croissance. Il y a d'autres qui sont des excellents gestionnaires, mais ils sont incapables d'avoir une vision holistique. Donc, ça prend un tout pour faire un monde et ça a été déjà dit, le rôle d'un entrepreneur, c'est vraiment de pouvoir s'entourer par des gens meilleurs que lui dans des domaines dans lesquels il n'excelle pas nécessairement. Ça rend complètement avec le fonctionnariat qui, malheureusement, et jusque-là, on veut absolument pas que le dauphin puisse émerger, on veut absolument l'étouffer, malheureusement, parce que on a peur de perdre sa place. Or, dans l'entrepreneuriat, c'est tout à fait l'inverse. Je recherche des gens qui sont meilleurs que moi parce que c'est ma job de pouvoir les trouver, de les influencer, de les embarquer dans ma vision. Qui des intrapreneurs? On en parle depuis tantôt et voire même des jours, des entrepreneurs, mais l'Algérie ne sera pas bâtir, détrompez-vous, que par des entrepreneurs. On prend absolument des intrapreneurs. Et donc, d'ailleurs, un entrepreneur a besoin d'intrapreneurs pour qu'il puisse réussir son idée et la mettre à succès. Donc, si vous voulez réussir, cherchez des intrapreneurs. Alors, les intrapreneurs, c'est des gens qui ont la méthodologie nécessaire pour entreprendre, mais sans nécessairement prendre des risques. Donc, ils veulent agir à l'intérieur de preneurs de risques, finalement, d'organisations qui leur mettent les moyens. Ça peut être des petites ou moyenne entreprise, ça peut être un entrepreneur qui cherche son cofondateur, ou comme ça peut être aussi un grand groupe qui innove à l'intérieur, ce qu'on appelle du corporate innovation ou du lean enterprise, si on utilise ces termes-là. Qui aussi des change makers, parce qu'on a une société à réinventer. On n'a pas juste de l'économie à réinventer, on a aussi notre culture à réinventer. Puis je pense chaudement comme ça à des gens comme Ahmed Etissaad qui a fait l'Algérie vue d'en bas, contrairement à l'Algérie vue d'en haut, donc qui nous font voir des événements assez intéressants. Je pense à Weshderna, une série YouTube qu'un confrère est en train de faire pour faire émerveiller cette jeunesse et la faire parler aussi. Bref, des changemakers, je pense à Silla, qui est plutôt un coworking space à Alger, qui abrite de super belles idées, de beaux changemakers, justement, des agents de changement et des faiseurs aussi de ce changement. Et contrairement peut-être à certains propos que j'ai entendus contre mes confrères, que moi, je ne donne pas tellement d'importance à la partie politique, parce que dans mon récit, et j'aurai peut-être l'occasion, j'espère en tout cas, de vous en faire ce récit, j'ai été complètement rebelle. Et qu'est-ce qu'un entrepreneur, un rebelle? J'ai fait le Maghreb à ma façon, après avoir créé ma société à Alger en 2005, j'ai fait le Maghreb de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Je n'ai pas entendu que le Maghreb soit Algérie pour essayer de faire un brassage, mais aussi de faire. Bref, on est capable de faire sur les choses. Je pense même qu'il faut sortir de ce paradigme que nous devons attendre le politique ou l'administratif pour finalement nous faciliter les choses. C'est à eux d'être à notre service, mais c'est à nous aussi de changer notre état d'esprit et de pouvoir de les forcer.
forcé en étant pacifique évidemment, à pouvoir accompagner ce changement inévitable, inéluctable en tout cas. Je m'inscris vraiment dans cette démarche. Quand on pointe quelqu'un du doigt, il y en a deux, trois qui sont versés vers nous. Donc, regardez, pour aborder ce thème, on peut au moins et je dis pas que les ingénieurs, les informaticiens ne sont pas bons aux écoles de beaux-arts, ce n'est plus les MBA qui sont un peu sollicités sur les grandes firmes pour vraiment gérer la destinée des groupes. C'est plutôt vraiment des gens des sciences sociales, ennuyés d'avoir fait littérature, avoir fait l'informatique de gestion. Et aujourd'hui, j'en vois bien, c'était un malheur là quand ça m'est arrivé parce que pour moi, c'était un échec de ne pas avoir poursuivi mon rêve de devenir informaticien. Je rêvais déjà d'intelligence artificielle et d'autres, mais la vie est bien faite. La vie est bien faite. J'ai aujourd'hui la capacité de regarder un phénomène social et de pouvoir plus ou moins le décrypter. En tout cas, je m'y intéresse. Mais en même temps, cette arithmétique ou cet esprit cartésien, ce 1, 0, 0, 1 binaire. Mais j'en appelle vraiment, et j'ai fait littérature et sciences humaines, حقرونا. بالك les littéraires là, نسمعوا فينا حقرونا. Hagrona parce que les scientifiques nous voyaient de haut. Nos enseignants de maths nous disaient, c'est une honte pour moi de vous enseigner les maths parce que pour eux, les gens de la littérature et des sciences humaines voilà, ne valent rien. Les psychologues, c'est quoi ce métier? Les journalistes non plus, et j'en passe, et des meilleurs. Bref, je pense qu'il faut réhabiliter ces sciences sociales qui sont un pan complètement oublié et négligé. On en avait besoin dans l'époque peut-être 70 d'avoir de l'ingénierie, à quel point ça a servi, je ne fais pas l'histoire, mais bref, aujourd'hui, on a besoin des deux. Donc, entre les deux, mais je vois qu'il y a un désir qu'il faut rééquilibrer. Aussi, entreprendre sa vie. Bon, نجحت comme entrepreneur, j'ai levé des fonds, peut-être, fine, mais l'emploi, ce n'est pas la seule donnée d'ailleurs à considérer. Je ne crée pas tant d'emplois que ça par rapport à l'économie traditionnelle, mais elle crée des valorisations incroyables. Vous rapportez la valorisation boursière des Facebook, des GAFA de ce monde, Facebook, Google, au nombre d'employés, 40 000, 50 000, d'ailleurs, c'est l'autre qui avait décrypté de sa présentation. C'est peanuts, c'est vraiment un micro-pourcentage par rapport à la valorisation boursière. Donc, il faut aussi que ce paradigme d'employabilité, de création d'emplois change. J'en appelle aux gouvernants de dire arrêtons avec ce mythe de création. Entreprendre sa vie, c'est aussi pouvoir naviguer dans ce chaos et dans ces éléments d'incertitude pour la et chacun finira sur sa vie, mais la résilience, c'est l'introspection sont des éléments évidemment. Entreprendre, c'est intéressant. Reste que l'entrepreneuriat et l'innovation est souvent associé à la partie économique. Bref, il y a une bonne nouvelle, c'est que l'IA, l'intelligence artificielle, aura du mal à détrôner pour les quelques décennies à venir les social change makers, justement. La plupart de vos jobs vont disparaître, messieurs, dames. La plupart de vos jobs. On fait aujourd'hui des métiers qui n'existeraient absolument pas demain, et donc il y a un shift du paradigme qu'il faut absolument avoir. Par contre, et la bonne nouvelle, les aspects sociaux, des insights sur lesquels on va pouvoir. Véritablement, les métiers les plus recherchés de demain sont ceux des C. Je donne au moins celui-là. C, c'est la collaboration, la co-création, la créativité. Les change makers, drôlement, c'est un C aussi. Donc, pensez à tout ce qui peut commencer par un C, et c'est à peu près un en fait, disons une habileté. Mais c'est vrai, l'employabilité se passe réellement. Donc, et la moyenne d'âge dans la salle, je ne la connais pas, mais je peux la deviner à travers les différentes interventions. Personnellement, moi, je m'estime déjà, je ne suis pas déjà parce que j'ai touché à mon premier ordre avec beaucoup de chance, un Pentium multimédia à 8 vitesses à l'époque. À quel âge vous avez piloté sur un
première fois, vous allez tout de suite imaginer une pyramide qui descend, dépendamment des âges finalement. Puis il y a des chanceux qui ont eu dès 110 des A dans leurs travaux, eu à toucher des ordinateurs gros comme cette maison quasiment. Mais sachez qu'on ne va résoudre les problèmes avec les mêmes raisonnements qui l'ont créé Dixit. Digital native, cette génération digitale par naissance, nous, et je m'inclus là-dedans, étant digital immigrant, qu'on ne peut pas vraiment percevoir. Donc, il faut aussi faire confiance à cette jeunesse. Je vais vous faire une anecdote, vous parlez de Béjaïa, j'en suis de Béjaïa un jour ayant gradué, ou presque, parce que toute une histoire en arrière de ça, il y avait l'année scolaire de 2001 à La Roche, et ma scolarité n'a pas été toute rose, j'étais un leader étudiant dans cette lutte, comme participant à un forum, que d'ailleurs, pour rendre à César a commencé, c'est professeur Judy qui l'a commencé bien avant, il a brillamment continué. Bref, je lève ma main et je regarde le parterre de l'auditorium et je dis à mes étudiants, enfin à mes confrères étudiants en disant, ces gens qui sont assis au niveau de l'estrade, jamais ils lâcheront le flambeau s'ils ne voient pas en nous les gens de confiance à qui ils pourraient le donner. Mais à l'inverse, il faut aussi que nous, on lutte quand d'autres ont lutté avant nous pour qu'on puisse tenir ce flambeau. Donc j'ai juste le goût de vous dire que rien ne s'offre sur un plateau en or, il faut l'arracher de sa sueur et de son mérite. J'en appelle à la sagesse de ceux qui ont le flambeau aujourd'hui, d'être résilients et de pouvoir le passer le plus doucement possible. Mais j'en appelle aussi à cette jeunesse, à mes confrères et mes consoeurs, de pouvoir le mériter. Et rien ne vient facilement dans la vie. C'est important de garder ça en tête. C'est quoi les livres que vous avez lus? Par manque de temps, je vous fais juste passer qu'il y a une tonne de livres sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Et je peux en parler de cela, Mais vous savez, et je finis là-dessus, le plus important des livres que vous aurez à lire vraiment sur l'entrepreneuriat et l'innovation, c'est vraiment le vôtre. J'ai écrit mon propre livre. Il est ce qu'il est, avec ses pages qui sont entachées, avec ses pages qui sont parfois déchirées, d'autres tournées, d'autres froissées. Mais c'est exactement vraiment le message que j'ai pour vous. On a beau avoir les meilleures techniques entrepreneuriales, ça aide, et je peux en parler si encore dans les quelques minutes il y a des échanges là-dessus, mais c'est véritablement votre propre aventure entrepreneuriale qu'il va falloir écrire. Et la meilleure astuce, c'est peut-être de faire du reverse engineering là-dessus, donc de l'écrire à l'envers, de vous dire quelle serait la page, la dernière page que je voudrais écrire dans ma vie, si vous voulez être un peu philosophique, mais au moins dans mon chapitre entrepreneurial ou intrapreneurial. Et à ce moment-là, de faire du review finalement, de revenir en arrière. Et comme un marathon, ça commence par un premier pas, de vous dire quel est le premier pas à faire, ou si j'en avais déjà fait, quel est le prochain pas. Non, parce qu'on vit dans volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, un peu comme ce poisson en haut de ma tête, essayer d'aller vers des cieux et des eaux est beaucoup plus innovantes. Voilà un peu, j'ai quelques autres partages à vous faire, mais je préfère ouvrir le microphone. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Pardon. Donc, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup inspiré. Parce que j'ai l'habitude de beaucoup regarder les livres et là, les vidéos et tout, mais comme vous avez dit, il faut écrire son propre livre. Absolument. Alors, j'ai encore quelques minutes devant moi. J'ai une autre conférence ici à Alma, pour ceux qui connaissent le Québec. Et la beauté de la technologie, c'est qu'on peut voyager d'un horizon à l'autre. Donc, j'ai encore quelques autres slides, mais je préfère les mettre de façon contextuelle. J'en appelle à une conversation bienveillante et stratégique et à laquelle peut-être je pourrais même faire intervenir certains de mes confrères conférenciers. Donc, s'il y a eu déjà des questions, Massika, ou quelques microphones qui s'ouvrent, je serai très ouvert. Je voudrais intervenir rapidement. Ah, vous avez toujours le droit de veto, Abdelhad.
Merci Rally. Rally, je suis vraiment ravi d'entendre ce que tu venais de dire. Ton récit, il est الله non, يعيشك. non seulement émouvant, mais Ouais. donc j'ai fait le contraire de vous. Donc j'ai fait du reversing. Donc j'étais ingénieur de formation et donc je me suis converti aussi. Mhm. Donc Intéressant. c'est voilà, donc parce que j'avais senti justement que j'avais des lacunes monstrueuses en matière de compréhension de la dimension humaine. Et donc, j'avais besoin des sciences sociales pour compléter un petit peu ma formation. Très Et bien. puis, ça m'a servi vraiment après. Et aujourd'hui, je suis dans la recherche, beaucoup plus dans le domaine des sciences sociales. Bien sûr, avec moi, je suis un petit peu un bridge, donc un bridge builder qui fait le lien un petit peu entre les sciences humaines d'un côté et les sciences de l'ingénieur. Parce qu'il y a une grande incompréhension, je l'ai vu d'ailleurs et je l'ai senti plusieurs fois, c'est qu'il y a une grande alors que Absolument. ces deux domaines, en fait, c'est deux domaines de technologie, parce que les sciences humaines, c'est de la technologie C'est de aussi. la science aussi. C'est des C'est sciences, c'est de la de la technologie science, humaine. exactement, c'est de la technologie humaine. C'est ce que je voulais. Merci beaucoup de renforcer le point, Saad Aziz, Voilà. vraiment. Donc, je Quelque voulais chose justement d'apprécié. Allah يعيشك. revenir vers ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de technologie, donc au sens très large du terme. Donc, il n'y a pas que les sciences de l'ingénieur, il y a aussi les sciences humaines qui sont aussi de la technologie méconnue. Alors, chez Humanua Impact, on croit à une chose qu'il affirme que je dirige. On croit à l'humanité augmentée. On parle de réalité augmentée, on parle de réalité virtuelle. Donc, moi, je crois qu'on est au cœur du noyau qui est vraiment l'humanité augmentée. Je ne peux que rendre à César ce qui appartient à César, ou à Dominique plutôt. C'est lui, c'est cet homme-là, ce Shibani-là, qui m'a un jour dit, en sortant d'une réunion chez Nedima, pour ne pas la citer, penses-tu que le monsieur avec qui on vient de parler, tu l'as convaincu? Et moi, tout fier, j'étais, waouh, bien sûr, le contrat, on l'aura. Et lui, de sa sagesse et aussi d'entrevoir les dimensions humaines et le verbal et non-verbal que lui maîtrisait déjà avec ses cheveux blancs, là, il me disait, on n'en aura pas de contrat. Et on n'a pas eu de contrat. Je pense que Dominique s'en souvient de cette phrase. On était en route vers Zeralda, mon siège. Et de là, avec le profil Nova, qui est un profil psychométrique, avec d'autres aventures d'introspection. Et donc voilà, ce cheminement m'a fait comprendre qu'on a beau à parler d'intelligence artificielle, mais aussi l'intelligence naturelle. Et finalement, cette humanité augmentée est au cœur de la quête de l'entrepreneur. On a beau aller à droite, à gauche, mais ça nous revient. Tantôt, chanceux sont ceux et celles, et chanceux sont celles à qui ça arrive, ce point de jonction le plus tôt possible. Moi, ça m'est arrivé à la trentaine passée. Donc, voilà, mon partage, c'est que j'espère que ça arriverait aux jeunes qui nous écoutent à 20 ans, 22 ans, 25 ans. Et la vie d'après est complètement différente de celle d'avant d'avoir compris cela. Probablement que j'ai d'autres choses à comprendre, mais en moins, celle-ci a été vraiment révélateur pour moi. Donc, merci, professeur Ampa, de m'avoir offert cette occasion de donner ce partage aussi. Et justement, dans ce sens-là, si mes amis conférenciers veulent m'interpeller sur certains éléments, ou surtout donner la parole à nos auditeurs, téléspectateurs, ce serait apprécié. Merci, la parole est à En toi. tout cas, je te remercie beaucoup. En effet, vous avez une question de On t'entend mal, par contre, Massika, on t'entend pas. obligé de faire un truc innovant. Vous pouvez pas m'entendre? C'est la question Là, qui est bon, sur Conversé, regarde. Ah, pardon. Voilà. Peux-tu la lire, Dominique, c'est un meilleur. Ouais, Massika est en train de te relire la question, regarde sur la question Conversé. Elle est où? Il y en a plusieurs. Pour Dernière. créer, c'est ça? Ok, La pour dernière. créer une entreprise, est-ce que nous sommes obligés de faire un track innovant, quelque chose de nouveau, ou bien quelque chose qui peut exister dans d'autres pays? Très bonne question, puis tant mieux, j'avais supposé certaines hypothèses, puis je vais aller à celle justement que je vous préparais pour ça.
Alors d'abord, professeur Lotfi avait dit inventer versus innover. Donc, si vous voulez faire de la recherche et trouver des choses, faites un PhD, faites de la recherche. Si vous voulez mettre en marché quelque chose dont les gens ont besoin, faites de l'innovation. Je vais juste... je vais parler de ça, de l'argent finalement, puisqu'on parle un peu de... Vous savez, le meilleur argent, c'est celui du client. Aller à la banque, ça coûte cher parce que la banque, vous allez vous hypothéquer, comme Bachir l'avait raconté dans son histoire. Aller vers les venture capital ou d'autres, à part le love money encore, vous avez une pression sociale terrible, ne le faites pas vraiment. Mais vraiment, l'argent le moins cher, c'est celui du client parce que celui que le client vous donne, il est quasiment sans autre contrepartie que celle de la valeur que vous lui créez. Donc, c'est l'argent que je chéris le plus. Et est-ce qu'il faut nécessairement inventer quelque chose? Non, parce que dans les exemples partagés par l'autre fille, Starbucks n'a rien inventé, sinon d'avoir une relation client assez intéressante en termes d'expérience client. Il y a beaucoup de modèles d'affaires à succès, donc ils n'ont à peu près pas inventé quelque chose. Il y a des patterns de business model que je n'ai pas l'occasion ni le temps d'expliquer, mais la réponse courte, c'est que non, on n'est pas obligé nécessairement de détenir une propriété intellectuelle ou un procédé particulier pour pouvoir réussir. Par contre, il va falloir que vous soyez consciente et conscient de votre business model qui fait de vous un succès. Est-ce que c'est la relation clientèle? Est-ce que c'est le type de clientèle que vous poursuivez? Est-ce que c'est un partenaire clé qui vous crée finalement de la valeur? J'espère avoir compris d'une part la question puis avoir tenté de répondre. D'autres choses, Massika? Il y a un autre qui veut parler, vous lui donnez la parole. Ce numéro de téléphone là, 41 15. Ah, ok, il y a effectivement une main qui est levée. C'est bon. Allô, on vous écoute? Allô? Oui, je vous entends très bien. Allez-y. Salut Rani, c'est Aziz avec toi de Montréal. Aziz. Oh oui, Aslam Aziz, ça va? Je salue tout le monde, je salue Claude, Bachir, toute l'équipe et bravo pour l'équipe de Sétif. Alors moi, je voulais avoir votre avis que tu as fait la relation entre humaine et technologie. Dans un des points, dans le triangle, il manque quelque chose que souvent on ignore, on a peur ou quelque chose comme ça, c'est le côté juridique. Donc, il y a l'innovation technologique, il y a l'innovation sociale, mais aussi il y a l'innovation juridique, parce que les règles, c'est les règles des fois qui nous dictent ces voies, et c'est fait par les hommes pour pouvoir comment se comporter, etc. Et donc, alors, c'est quoi la question, c'est Aziz? Ma question, la place de l'innovation juridique par rapport à tout ça. Merci, très clair, fair enough. D'abord, je l'ai dit il y a quelques minutes, comme rebelle, j'ai plutôt tendance à être un briseur de règles qu'un suiveur de règles, très honnêtement. Puis je vois mes confrères hocher de la tête. Et de deux, il y a un côté évidemment très, très pertinent à la question auquel je vais revenir, je te rassure Aziz, mais tu me permets juste de dire que si Bachir avait respecté les règles, Mdawaroch, il n'aurait jamais fait ce qu'il avait fait. Si Claude, si tout l'ensemble des belles personnes qui sont autour de cette table, c'est justement parce qu'on a réussi, tant bien que mal, à créer notre îlot à l'intérieur du paradigme régnant pour essayer de disrupter jusqu'à un certain point la logique juridique existante. Je tiens à rappeler que quand Facebook a été né ou Uber récemment ou d'autres, il n'y avait pas de règles justement. Ils ont bouleversé les règles établies, ils ont forcé jusqu'à un certain point les gouvernements et les législateurs, et on en a un parmi nous, c'est Fatah que je salue, à légiférer. C'est ça propre de l'humain, les inventeurs, les innovateurs, les entrepreneurs qui drivent le progrès humain et le progrès sur cette planète. Après, le législateur, il est au service de ce progrès par évidemment des règles prudentielles qu'il va devoir voir est-ce que le bien commun est établi. Par définition, on est un peu égocentrique comme entrepreneur. On a beau être bienveillant, mais des fois, on est un peu égocentrique. Bref, par contre, l'innovation purement juridique, je n'en suis pas un spécialiste, mais je peux te dire que
la règle qui fait que l'avocat facture ses honoraires avec un taux horaire et tous les autres métiers reliés à ça sont complètement en train d'être disruptés en Nord-Amérique et ailleurs parce que justement, on n'est plus dans la logique de l'effort, on est dans la logique de la valeur qu'on crée. Et même plus tard, en lien avec le framework d'économie de sagesse que je vous ai partagé, j'ai hâte qu'on soit dans du impact-based et non pas du value-based seulement. Bref, j'ai hacké. Tu ne respectes pas les règles. Tu m'as posé une question qui est claire, Aziz, mais je ne respecte pas les règles parce que j'ai un message à faire passer. Mais pour ceux qui s'intéressent vraiment à la partie juridique en termes d'innovation, j'en suis vraiment pas la bonne ressource. Je m'en excuse auprès de toi et je référerai ça peut-être à d'autres références qui pourraient y répondre de façon beaucoup plus pertinente que moi. Merci, Allah yaïchek, c'est Aziz. Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux autres questions? Oui, en effet, il nous reste 1 minute. Fadali. C'est Ali, tu voulais dire quelque Je voulais chose? juste ajouter un... Ah oui, c'est Fatah. Fadal, c'est Fatah. Non, je voulais juste renchérir, c'est tout. C'est pour dire que le fait a toujours précédé la règle ou le droit. Exact, absolument, absolument. Merci, c'est Fatah. Et d'ailleurs, très honnêtement, je tiens, voilà, je fais pas du... C'est rare qu'on remercie comme ça les législateurs, mais il y va de votre présence aujourd'hui pendant 3-4 jours. Je sais l'amitié, c'est tout votre curiosité intellectuelle et votre intérêt au sujet qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que mes confrères voudraient peut-être me rebondir sur certains éléments que j'ai partagés? Je vois Bachir, Dominique, Claude et d'autres. Est-ce que je peux ajouter juste un petit peu? Bien sûr. Juste pour l'innovation juridique, normalement, l'innovation juridique, elle est au service de l'innovation. C'est maintenant… Absolument. Voilà. Si je prends absolument. Merci. Merci, Simstafa. Si je prends la directive européenne pour la protection du secret d'affaires qui est sortie en 2016 et la transposition de la loi dans les 28 pays européens, moi je vais parler de ça lundi prochain, c'est-à-dire une innovation, elle est au service de l'innovation. Je vais parler, s'il n'y a pas une protection, moi je ne peux pas m'investir mon argent dans un pays où j'ai peur, il n'y a pas une protection. C'est ça. Donc, l'innovation juridique, elle est au service du reste de l'innovation. Il y a aussi la rédaction des brevets où les juristes aussi donc, ont grande partie. C'est important. C'est Abdelkader ici, Mustafa. Je vais me permettre encore d'être rebelle, voyez-vous. Mais il y a des contre-exemples. On connaît tous le modèle d'affaires de Nespresso qui a été un succès qu'on enseigne au HEC et ailleurs. Ça a été tenu par un brevet initialement, que l'ouverture de la capsule du Nespresso qui rentre était protégée par un brevet. Mais au bout de 10-15 ans, ce brevet-là est tombé dans le domaine public et ils ont dû se réinventer avec un autre modèle d'affaires qui leur a permis d'être sustainable. Donc oui, mais en même temps, ne pas, comme dans le pharma qui s'est réveillé du jour au lendemain, on a complètement… Justement, je voulais intervenir sur ça par rapport, par exemple, vous savez, la médecine, donc pour le grand public, est un droit constitutionnel. Ça veut dire tout citoyen brésilien a le droit d'être médicalisé gratuitement par l'État. Et au Brésil aussi, il y a un grand problème, c'est l'épidémie du sida. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé un petit peu avec les grandes firmes, le traitement du sida coûte très 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 cher. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé sur les brevets, comment casser des brevets. Ils ont justement réussi à casser le brevet de tenofovir auprès des tribunaux américains. Et le tenofovir est devenu, est tombé dans le domaine public. Et il est fabriqué au Brésil et en Inde comme générique. Voilà là un exemple qui renchérit là-dessus. Mais en fait, pour peut-être donner aussi la chance, enfin le volet juridique est éminemment important. Puis je dis juste que le danger, c'est de s'asseoir sur ses lauriers et de dire que c'est le brevet qui me protège. De moins en moins, les brevets vont protéger à l'avenir. Et de plus en plus, il faut inventer et réinventer des barrières à l'entrée qui soient autres. La relation client,
la loyauté de la clientèle. Pensez juste à la communauté Mac. J'ai été un Windows à Microsoft pendant de longues années et le jour où je me suis converti, désolé, alhamdoulilah, Inch'Allah, ben à partir de là, c'est bon, je suis devenu un adepte de ce microcosme qui est Mac et j'en peux plus en sortir. Donc voilà là une innovation, ce qu'on appelle un lock-in, un verrouillage extrêmement puissant que à peu près des brevets ne peuvent pas dissoudre. Par contre, la partie juridique, et je sais qu'en Algérie, on a des enjeux énormes par rapport à la propriété intellectuelle, mais ça a été dit en présence du ministre, je ne voudrais pas revenir là-dessus. J'essaie de lire les commentaires en même temps, mais si tu peux m'aider, Massika? Oui, bien sûr. Vous avez une dernière question en fait. Je vais vous la lire. Donc, la question est: quels sont les aspects de l'innovation organisationnelle et managériale? Très bonne question. Alors là, il y a tout un pan, effectivement, à ce niveau-là qui peut être dit. Si je reviens un peu à mon support très rapidement, est-ce que vous voyez toujours mon écran ou je l'ai arrêté le partage? Ok, je l'ai arrêté. Donc, je vais juste repartager très rapidement. Voilà. Au niveau essentiellement du management, c'est évidemment un peu l'innovation du modèle d'affaires qui, de toute façon, moi, me passionne et dont je suis un praticien, mais il y a tant d'autres au niveau stratégique et même de la déclinaison de la vision, mission, valeur en des choses beaucoup plus concrètes pour tout le monde. Mais celle-ci, pour moi, justement, on est sorti de l'ère de l'innovation technologique où c'est basé exclusivement et essentiellement sur, que ce soit breveté ou pas, mais en tout cas des aspects technologiques, pour aller vers un management de l'innovation plutôt par des modèles d'affaires qui soient résilients, innovants, mais aussi distinctifs. Et là, les sciences qui soutiennent ça deviennent de plus en plus intéressantes. Je parlais tantôt de l'océan bleu qui est un peu cette image qui est en arrière, en background. Je suis sidéré, très honnêtement. Ici, au Nord-Amérique, à chaque fois, j'ai à peu près 300 hauts gestionnaires que je forme à l'Institut de Leadership et ailleurs par année. Et j'ai un sondage au début en disant c'est quoi les méthodes justement d'innovation, les modèles d'affaires que vous connaissez. La stratégie Océan Bleu qui existe depuis à peu près une vingtaine d'années, qui vient d'être rééditée avec Shift Blue Ocean, est méconnue. On est encore au Lean Six Sigma et au Lean Manufacturing qui sont pertinentes, soit dit en passant, mais on n'est plus nécessairement à actualiser nos enseignements. Et je profite de la présence de Claude et d'autres. Vous faites des efforts monumentaux pour actualiser les cours à HEC et ailleurs. Donc, j'ai aussi envie de dire à Serli et aux écoles algériennes que le rattrapage se fait assez rapidement au niveau de ce gap-là, chose que même des universités classées mondialement… Il n'y a pas un gap chez nous, mon ami. À l'INCG, on enseigne… À l'INCG, on enseigne stratégie Océan Bleu. C'est moi qui l'enseigne et les business models depuis sa création en 2014. Mais Sika, dans votre cours stratégie, vous connaissez l'océan. Voilà aujourd'hui, on n'est pas uniquement dans l'océan bleu, on est de renouvellement de l'océan bleu. C'est que ça, mais au-delà de la pause publicitaire, que de toute façon je te facturerai à la fin, c'est toi-même qui la paye. Mais au-delà de cela, je disais justement par une note positive que ce gap technologique qui nous a anéanti pendant des décennies, l'Algérie était en retard. Est-ce qu'on peut refaire l'industrialisation de l'Algérie? Ça demande des investissements lourds. Mais voilà un champ dans lequel le domaine de la connaissance peut être rapidement rattrapé, voire qu'il l'est déjà grâce à des initiatives telles que l'INCJ. Je tiens juste à dire que, évidemment, les kulli maqamin maqal, donc stratégie Océan Bleu, c'est bien beau, les business models, c'est bien beau, mais l'environnement économique, micro et macro est aussi important. Tant dans le politique, penser un peu au pastel. Il faut avoir l'art de l'adaptabilité et de s'adapter à son contexte. C'est ça le principal actif que vous avez. Encore une fois, je reviens à l'exemple de Sibachir ou là d'autres. C'est de pouvoir vraiment regarder son environnement. J'ai l'image de Fegma, mon village, ou celle de Ndoroch, qui c'est juste de regarder, d'observer autour de soi et de voir c'est quoi les irritants les plus importants que les gens sont prêts à payer pour pouvoir les régler. Et de là, on peut
bâtir un petit cercle vertueux et non pas un cercle vicieux pour Rani, aboutir peut-être vers une innovation ou peut-être vers راك قديم يا سيدي راه كاين شيفت بلو اوشن على بالي جديد هاي كلاس انا بعد هاكم البيرو هذاك. Non, je dois vous quitter malheureusement, mais je tenais au moins يعني Merci beaucoup. Merci Sirani. اسمح لي في عجالة سي je ne peux que saluer cette initiative mais vous dire que nous sommes tous responsables maintenant. Parce que ce savoir est une responsabilité. Ce savoir est avoir la chance d'avoir ces éminentes expériences, c'est une responsabilité. Celui qui ne savait pas jusque-là, il était ignorant, entre guillemets, donc il était immunisant, qu'il ne faisait pas. Mais à partir de cet instant et de ces instants, il faut qu'il ait la posture du partage. L'ancienne optique de rétention d'informations, etc. On est dans le nouvel ère et vous pouvez suivre des cours MIT en étant à Khoribga, peu importe où est-ce que vous êtes. Donc, partagez de l'information, faites de la co-création. Dominique l'a rappelé si brillamment, on est un peuple millénaire, Ajma. Et la Tajma, qui nous a toujours enseigné la sagesse, il faut la garder en tête. Et nous sommes un peuple qui ne va ressembler ni à l'Asie, ni à l'Europe, ni à qui que ce soit d'autre. Pourquoi ressembler à quelqu'un puisque je peux m'identifier par rapport à mes racines? Et je vous laisse avec cette image du palmier qui est chère à nos cœurs. Le palmier s'enracine tellement dans la terre qu'il est capable d'aller à des hauteurs incroyables sans que les vents puissent vraiment le faire tomber. Des palmes pour nos communautés, nos familles et notre pays. Je vous embrasse et je vous aime vraiment profondément. Merci beaucoup, Rani. Merci. Oh, Gaouri, tu es là? Ah oui, je suis là, moi. Je te surveille. J'essaye de voir si tu étais toujours debout. Bonjour à tous. Il supervise. Dominique, ça me fait plaisir de te voir, cher ami. Oui, j'étais au travail. Rani, merci Rani.